Et première étape de ce grand angle, le Venezuela, touché par la crise, le pays voit son système de santé s'effondrer. Symbole de cette déliquescence des services sanitaires, l'état de délabrement des hôpitaux. Dans un centre de soins de la capitale, Caracas, cette crise se traduit par des coupures d'électricité et des conditions d'insalubrité avancées. Plus de détails dans ce reportage. Ça fait 9 mois que Freddy est allongé sur ce lit d'hôpital à Caracas. Il est arrivé avec la jambe blessée après un accident de moto et depuis son état n'a fait qu'empirer. Il a subi pas moins de 13 opérations au cours desquelles il a contracté plusieurs infections. Le manque d'hygiène dans les blocs opératoires est l'un des effets collatéraux du Venezuela en crise. Freddy a besoin d'une nouvelle intervention pour sauver sa jambe, mais les pénuries de matériel et de médicaments lui font craindre le pire. Maintenant, j'ai peur du bloc opératoire. Je ne veux plus subir d'opérations parce que c'est chaque fois pire. Je ne veux plus, j'ai peur. Dans les salles d'opération, l'eau est conservée dans des seaux car elle n'est distribuée que 4 jours par semaine. Le matériel médical à usage unique, comme les tubes respiratoires, est lavé et réutilisé. Il y a des gens qui ont perdu des membres, des gens amputés, parce qu'il nous manque de l'antiseptique dans les salles d'opération. Il y a des gens qui meurent pendant les nuits de garde, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, que des gens, même des mineurs, meurent par manque de soins. La situation de cet établissement n'est pas unique. Les 3/4 des hôpitaux publics manquent de matériel chirurgical et de médicaments, selon l'Observatoire de santé du Venezuela. Impuissants, les médecins finissent par baisser les bras. Je sais comment c'est, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'ai pas les moyens de le faire. C'est comme si un architecte n'avait pas de crayon ou un reporter n'avait pas de micro et de caméra. Comment il ferait? C'est très frustrant parce que je ne peux pas aider les patients. Je ne peux pas les soigner, je peux seulement les soulager. Cet étudiant en médecine partira à l'étranger une fois son cursus terminé et rejoindra le flot de docteurs quittant le pays qu'ils ne peuvent pas soigner. Et le manque de matériel est aussi un mal dont souffrent les hôpitaux du Yémen depuis le début des conflits. En mars 2015, les bombardements fréquents ont détruit les villes et en particulier les infrastructures médicales. Alors, prodiguer des soins au Yémen, est-ce que c'est encore possible, Andrea Benisti? Eh bien, certains seront tentés de dire non, car la situation est catastrophique, spécialement dans les hôpitaux du Yémen, parce qu'ils sont la cible privilégiée de bombardements. On se souvient de cet hôpital de Médecins sans frontières qui avait été la cible des forces saoudiennes l'été dernier. Ils étaient censés venir prêter main forte au gouvernement. Résultat, 19 blessés et 11 personnes avaient péri, dont justement des humanitaires. Les auteurs des bombardements avaient ensuite annoncé publiquement que ce bombardement avait été fait par erreur. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, car la Croix-Rouge dénonce aussi la situation de mépris total des droits de l'homme. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu des incidents au cours desquels des hôpitaux ont été bombardés, des patients ont été blessés, des membres du personnel ont été tués. Et cette situation est critique parce qu'environ 81% de la population a besoin de soins et les personnes qui souffrent de maladies chroniques, Andrea, ne peuvent pas être soignées. Oui, eh bien l'organisation de la Croix-Rouge dénombre à ce sujet près d'une centaine d'attaques de ce type depuis le début du conflit en mars 2015. Alors, pour se rendre dans les hôpitaux, ça devient très risqué et lorsqu'on y arrive, impossible de soigner les civils de manière convenable. Les membres du corps médical sont complètement impuissants. Ce qu'ils dénoncent, c'est le manque de matériel adéquat, les locaux qui ne sont plus du tout sûrs et l'acheminement du matériel qui se fait dans des conditions très difficiles parce qu'à chaque fois, les organisations humanitaires doivent à chaque fois négocier avec les parties qui s'opposent. Je vous propose d'écouter cette représentante du CICR. L'acheminement des médicaments et du matériel médical a été bloqué sur les lignes de front alors que les hôpitaux avaient désespérément besoin de cet équipement. Alors les routes d'acheminement du matériel médical sont souvent bloquées et les convois pillés. Certaines villes comme celle d'Aden sont closes entièrement et les humanitaires se heurtent parfois à des milices qui les empêchent de passer. Alors la Croix-Rouge a déjà été contrainte d'apporter du matériel par bateau et là encore, elles sont souvent la cible d'attaques de navires pirates dans le golfe d'Aden comme on le voit sur ces images. Les organisations d'aide humanitaire dénoncent avant tout l'inaction totale des organisations internationales et se considèrent comme les grands oubliés des zones de conflit. Les spectateurs attentifs du conflit syrien, le Liban est devenu une terre d'accueil pour les populations touchées par les guerres. Les hôpitaux de Beyrouth réceptionnent les malades venus de Damas. Et d'ailleurs, c'est le cas d'Amena, un petit enfant syrien qui doit subir une opération au cœur de la plus haute importance. Regardez.
Amina est née avec un cœur doté d'un seul ventricule. Ses parents sont réfugiés au Liban. Ils ont fui la Syrie il y a 3 ans à cause de la guerre. Mais malgré leurs faibles moyens, ils ont pu rassembler suffisamment d'argent pour une opération du cœur. L'ONU a participé à 75% des coûts de l'opération et nous avons payé 25%, ce qui revient à 1 800 €. J'ai réuni l'argent de différentes personnes, mon frère, mon cousin et d'autres proches. L'hôpital Hamoud où Amina est traitée propose des réductions pour les réfugiés. Mais beaucoup n'ont malgré tout pas les moyens. Issam Al-Rassi est l'un des plus éminents chirurgiens de cardiologie pédiatrique au Liban. Il consacre une journée par semaine à traiter des réfugiés syriens ou palestiniens, renonçant souvent à se faire payer. J'ai perdu des bébés parce que le père était en train de chercher de l'aide financière. Ma secrétaire les appelle et elle leur dit que leur bébé a perdu la vie. Aujourd'hui, Issam opère le cœur d'Amina dans l'espoir de lui sauver la vie. Près d'1 million de Syriens ont trouvé refuge au Liban depuis le début du conflit, mettant au défi les ressources limitées de ce petit pays. L'ONU avait besoin de 121 millions d'euros pour financer des soins hospitaliers pour les réfugiés, mais n'a reçu que 30% de cette somme en promesse de dons. Chaque jour, nous avons 200 réfugiés admis à l'hôpital et je pourrais raconter toutes les histoires tragiques auxquelles nous faisons face. Personne ne veut être dans cette situation de rationner les soins de santé. Nous ne devrions pas. Plus de 300 000 personnes sont mortes en Syrie depuis 5 ans et la moitié des Syriens ont quitté leur foyer. Beaucoup d'entre eux au Liban luttent pour trouver simplement de quoi manger, sans imaginer pouvoir financer des opérations chirurgicales hors de prix. Et au Malawi, les autorités ont trouvé une manière ingénieuse de fournir à des populations des zones les plus reculées du pays des échantillons de sang pour soigner les malades du sida. Jonathan Serrero, bonjour, expliquez-nous. Oui, Valérie, dans un pays où 10% de la population est contaminée par le virus du sida, où des milliers d'enfants décèdent chaque année faute de tests de dépistage fournis à temps, il fallait donc que les autorités du pays trouvent une solution pour endiguer le fléau. Et les responsables de Lilongwe, la capitale du Malawi, ont donc eu la bonne idée de s'équiper en drone. Et pour cause, jusqu'ici, il fallait jusqu'à 11 jours pour transférer un échantillon de sang d'un centre de santé à un laboratoire et plus de 4 semaines aussi pour transmettre les résultats aux patients, des délais donc trop longs et aux conséquences totalement désastreuses pour les enfants des zones isolées, tant et si bien que ces drones fonctionnant à l'énergie solaire, à batterie aussi rechargeable, vont désormais emprunter un couloir aérien qui s'étend sur une distance de 40 km. Les drones couvriront ainsi principalement les communautés rurales situées tout autour de la capitale Lilongwe, une décision qui fait la fierté des représentants de l'UNICEF. On écoute tout de suite. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'annoncer un couloir de drones ou un couloir pour tester l'utilisation de drones dans le déploiement d'aide humanitaire via des UAV. C'est une superbe opportunité pour le Malawi. Cela montre l'ouverture du Malawi sur l'innovation. Mais cela montre aussi évidemment que les nouvelles technologies peuvent faire toute la différence pour les enfants. Et c'est depuis le Rwanda, Jonathan Serrero, voisin, que les drones fournissent en médicaments les populations touchées par la maladie. Oui, le Rwanda est le premier pays à utiliser cette technique. Elle a inauguré donc cette utilisation de drones au mois d'octobre dernier. Une base d'ailleurs se trouve au Rwanda. Elle abrite 15 drones. Ils sont capables d'emporter chacun un point maximum de 1,3 kg de cargaison médicale sur une distance de 150 km. Ils sont guidés par GPS et peuvent ainsi effectuer entre 50 et 150 vols par jour à destination d'une vingtaine de centres de transfusion situés dans la région. Ces drones arrivent à destination en moins de 30 minutes. On est donc loin des 4 semaines de délai. Après donc à une commande effectuée par un simple SMS envoyé depuis la station de drone. Le drone parachute ensuite le médicament sur la zone indiquée avec une précision de 5 mètres. Il est important de signaler, Valérie, que ces drones peuvent voler dans n'importe quelle condition météorologique et c'est
c'est important lorsqu'on connaît les conditions difficiles parfois en Afrique. On écoute tout de suite le directeur de l'aviation civile malawi qui voit dans le drone une solution d'avenir pour tous les secteurs de l'économie africaine. On l'écoute tout de suite. Nous avons décidé de développer ce couloir pour la recherche, pour que nous puissions apporter le type de véhicule approprié. Comme cela a été dit, ils peuvent être utilisés dans différents domaines, les transports, l'agriculture et même dans le domaine humanitaire. Ils vont donc avoir besoin de différents types de UAV. Donc ce couloir va en fait aider à déterminer quel type d'UAV peut être déployé pour quel type d'utilisation. À noter juste qu'une nouvelle base devrait voir le jour dans le courant de cette année au Rwanda pour couvrir une plus large chose dans la région de l'Afrique de l'Est. Merci Jonathan Serrero, merci Andrea Benesti. On va maintenant partir au Pakistan. Les hôpitaux publics souffrent d'un manque criant de moyens. Outre l'absence de conditions décentes, le système de santé du pays est gangréné par la corruption et une désorganisation administrative. Pourtant, dans un centre de transplantation de Karachi, un médecin a redonné l'espoir à des millions de personnes. Il œuvre gratuitement. On regarde. Ils viennent de loin pour être soignés dans ce centre de transplantation à Karachi, au Pakistan. Trop pauvres pour se payer un médecin, des centaines de milliers de malades sont traités gratuitement ici chaque année. Tout ça, c'est grâce à cet homme. Chirurgien de formation, le docteur Rizvi a consacré sa vie à pallier le manque d'accès aux soins. Le Pakistan dépense une toute petite fraction de son PIB sur la santé et l'éducation. 0,8% ou quelque chose comme cela. Ce n'est vraiment pas une priorité. Le docteur Rizvi a commencé avec un service de seulement 8 lits. C'est devenu l'une des plus grandes structures de transplantation en Asie du Sud et des millions de personnes y ont été traitées depuis les années 70. 30% du budget vient désormais du gouvernement, le reste de donations. Ici, tous les malades sont traités de la même façon, qu'ils soient VIP ou criminels. C'est bien ici surtout pour les pauvres qui ne peuvent pas se payer de traitement. Si vous faites des tests comme ça dans un hôpital privé, ça vous coûtera entre 10 et 15 000 roupies. Alors ici, c'est bien mieux. Plus de 300 greffes et 260 000 séances de dialyse ont été effectuées ici, rien qu'en 2015. Le suivi médical et les médicaments sont également totalement gratuits. Une bénédiction pour les patients comme Hina, qui est dialysée depuis qu'elle a 4 ans. Je suis allée à l'école, mais j'ai dû arrêter au début du collège. Je voudrais vraiment reprendre les études. Que Dieu m'aide à avoir une greffe et je pourrai retourner à l'école. Comme des centaines de patients autour d'elle, Hina garde espoir grâce au docteur Rizvi. À 79 ans, il n'a aucune envie de ralentir le rythme. La retraite est hors de question, il prévoit au contraire de s'attaquer à un nouvel ennemi, le cancer.